on est régi par le code génétique qui se constitue de 4 lettres, A, T, C et G. L'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine. Mais ça, voilà, on oublie. C'est que ce code génétique, on reviendra là-dessus plus tard, qui est assez important. Le conseil génétique, en gros, c'est pour qui? Ce sont les personnes qui sont concernées. Les personnes concernées sont en premier des patients. Les patients qui sont atteints d'une maladie qui est susceptible d'être héréditaire, sauf si on a prouvé que la cause venait d'ailleurs. Mais en premier, un patient est atteint d'une maladie qui est dite maladie génétique. Ensuite, qui est concerné par ce conseil génétique? La famille proche, à savoir les apparentés au premier degré, donc qui ont un lien direct. Donc à ce moment-là, on parle de faire des tests présymptomatiques. Les tests présymptomatiques, je reviendrai là-dessus, ce sont des tests qu'on va faire chez des personnes qui n'ont pas présenté encore la maladie ou pas du tout. Ensuite, les couples tout simplement qui sont en période préconceptionnelle, lorsqu'on connaît une famille et qu'ils manifestent une maladie dans cette famille, donc du coup, ces couples-là vont venir nous voir pour demander, pour connaître leur risque d'avoir éventuellement la même maladie qui est représentée dans cette famille. Donc, en gros, le conseil génétique, c'est quoi? C'est évaluer le risque d'une personne qui pourrait développer une maladie génétique. Évidemment, tout ça en rapport avec les antécédents familiaux. Comme je vous l'ai dit, s'il y a une maladie connue dans la famille, donc ces personnes-là vont venir et ils vont nous demander quel est mon risque, moi, d'être porteur ou éventuellement de transmettre à ma descendance. Le conseil génétique et tout ce qui est autour de la génétique est régi par la loi de bioéthique qui, pour celle-ci, en 2004, nous dit « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire des tests génétiques chez toute personne parce qu'il se présente en disant « J'aimerais connaître mon risque d'avoir telle ou telle maladie » sous prétexte de savoir, de vouloir le savoir. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une loi, et ben il y a des choses à savoir avant. Donc on établit d'abord un diagnostic chez une personne et ensuite on peut proposer. Donc quand les personnes viennent nous rencontrer, si on évalue son risque et on estime qu'il n'a aucun risque d'être porteur d'une maladie génétique ou de transmettre, on lui dit et donc on ne fait pas de test. Le conseiller en génétique travaille en binôme et sous la responsabilité d'un généticien. Donc il faut savoir que pour exercer en métropole, le conseiller en génétique exerce dans un milieu hospitalier de niveau élevé, en accord avec les centres de référence, et donc est sous la responsabilité et la délégation d'un généticien. Ce qui n'est pas le cas encore en Polynésie, vu qu'il n'y a pas de généticien présent sur place. Donc, comment se passe la consultation? Eh bien, il y a l'explication de la maladie. L'explication de la maladie qui n'est pas faite par le spécialiste en question. Le spécialiste qui va diagnostiquer une maladie va lui expliquer de son point de vue, de sa spécialité. Nous, on ne va pas revenir sur ces explications. Nous revenons sur l'explication, c'est-à-dire à savoir de quelle manière il a pu avoir cette maladie. Donc on va rechercher l'origine du développement de la maladie et on va lui expliquer cette maladie et son mode de transmission. Mais avant tout, on va lui dire que, on va lui expliquer la génétique et on va lui dire que quand on présente une maladie génétique, eh ben, c'est dû à quelque chose. C'est dû à une mutation au niveau du gène, au niveau de l'ADN. Qu'on parlait tout à l'heure des 4 lettres du code génétique, eh ben, il y a eu une erreur d'écriture au niveau de ce code génétique. Donc, qu'on va appeler une mutation. On va lui expliquer également le mode de transmission, à savoir que différentes maladies génétiques ne se transmettent
pas tous de la même manière. On parle de maladies autosomiques dominantes ou autosomiques récessives. Ensuite, je vais vous parler également des maladies liées au chromosome X. Donc, dans les maladies autosomiques récessives, tout est dans les mots. Donc, autosomiques donc, viennent des 22 paires d'autosomes, donc sont concernés et les filles et les garçons. Et récessives, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 2 parents porteurs pour qu'un enfant soit atteint de la maladie. Donc, j'espère que oui. Comme vous pouvez le voir, là, il y a le bonhomme rouge à moitié, donc porteur, et à moitié bleu, et l'autre côté qui est sain, et la femme, pareil. Donc tous les deux sont porteurs d'une mutation au niveau d'un gène spécifique. 4 possibilités se présentent à ce couple. La première possibilité, sur votre gauche, le personnage, le bonhomme qui est en bleu, il a hérité des 2 allèles complètement sains. Donc cette personne va être ni porteur ni malade. Ensuite, complètement à droite, il y a le bonhomme orange qui, lui, aura hérité de l'inverse, des 2 allèles porteurs de la maladie. Donc cette personne va être atteinte d'une maladie génétique autosomique récessive. Ensuite, les 2 cas du milieu, tout simplement, ils vont être comme les parents, porteurs sains. Donc ils vont porter la mutation en eux, mais ils ne vont pas présenter la maladie tout au long de leur vie. Par contre, eux, à leur tour, auront le même risque que présentent leurs parents, à savoir que s'ils se mettent avec un conjoint avec le même statut qu'eux, ils ont le même risque. Les maladies autosomiques dominantes. Donc, dominantes, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un allèle avec la mutation pour présenter la maladie. Donc, le petit bonhomme bleu sain de toute mutation, et le petit bonhomme rouge, lui, il a un allèle qui est complètement normal, hérité d'un de ses 2 parents, et l'allèle rouge qui est malade. Donc, lui, il va présenter la maladie. Le mode de transmission, c'est tout simplement 50-50. Soit la personne en rouge va donner l'allèle sain, soit il va donner l'allèle qui est porteur de la maladie. Donc, à leur tour, ils seront malades ou pas. Ensuite, nous allons parler des maladies liées au chromosome X, c'est-à-dire transmises par la paire de chromosomes sexuels, qui est le X. Le X, comme rappel, quand on est un homme, on a un chromosome X et un chromosome Y. Quand on est une femme, on a les 2 en double exemplaire. Donc là, dans ce cas-ci, nous avons le monsieur qui est porteur d'une mutation sur son chromosome X. Comme il n'a qu'un seul chromosome X, donc pour lui, ça devient dominant, c'est-à-dire que lui, il va présenter une maladie, donc la maladie qui est liée à la mutation. La dame, qui est toute sainte, qui est saine, donc là, nous avons 2 cas de figure. Nous avons les enfants qui sont donc des garçons, tous 2 qui seront complètement sains, parce qu'ils vont hériter du Y qui n'est pas porteur d'une maladie, d'une mutation, et le X de leur mère. Donc tous les garçons de ce couple ne vont jamais être malades, ni transmettre. Par contre, les filles, elles vont recevoir le X du père. Pour autant, vous allez me dire, elles ne sont pas malades comme le père. Ben non, puisqu'ils ont le 2e chromosome X qui va venir compléter. Donc là, les filles, on va parler de femmes transmettrices ou conductrices. Donc là, les femmes ne vont pas être malades, mais par contre, à leur tour, vont le transmettre à leur descendance. Ici, nous avons le cas de la patiente, de la mère porteuse, transmettrice ou conductrice d'une maladie génétique liée au chromosome X. Elle va s'accoupler avec un monsieur qui est complètement normal. On aura pareil 2 cas de figure. Soit elle transmet le X normal, donc elle pourra avoir une fille ou un garçon complètement sain. Par contre, si elle transmet le X malade,
soit elle a un garçon porteur de la mutation, qui lui va présenter la maladie puisqu'il n'aura pas le deuxième X, et une fille conductrice tout comme elle. Donc là, on voit les 3 modes de transmission qu'on retrouve dans la génétique et dans toutes les maladies génétiques. Donc il s'agit de connaître, quand on veut parler d'une maladie génétique, il faut d'abord savoir de quelle maladie, de quel mode de transmission on parle. Ensuite, lorsqu'on connaît le nom de la maladie, lorsqu'on connaît son mode de transmission, on va expliquer aux personnes qu'on a en face et on va établir un arbre généalogique qui est également non visible. Bon. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Donc là, j'ai un arbre avec, pareil, une fratrie polynésienne. Je vais vous la décrire. C'est une maladie qui est autosomique récessive. Il y a plusieurs personnes qui sont porteurs de la maladie. Sur j'ai 5 générations. Et seulement la 5e génération est atteinte. Pourquoi? Parce que les parents qui étaient porteurs auparavant ne s'étaient pas accouplés à d'autres personnes porteurs également de la même mutation au niveau du même gène que présentait cette famille. Donc, arrivé à la 4e génération, ils se sont accouplés avec d'autres personnes porteurs également. Donc, ils ont eu un risque sur 4 d'avoir un enfant atteint. Et là, c'était le cas. Donc, il y a plusieurs personnes, on le voit un petit peu en bas, qui sont un peu grisées. Donc, plusieurs filles étaient porteuses d'une maladie qui s'appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales. Et c'était intéressant de vous montrer cet arbre parce que je voulais vous montrer typiquement ce que je retrouve lors de mes consultations. C'est-à-dire que je vais commencer l'arbre avec une famille et puis finalement, je vais voir une autre patiente et elle va me dire « Tiens, je fais partie de la famille d'un tel ». Et puis avec cet arbre-là, en fait, j'ai réussi à recouper 3 familles qui en fait sont liés les uns entre les autres par alliance. Donc ils n'ont pas forcément la même transmission génétique, mais c'était intéressant de voir qu'en Polynésie, c'était assez compliqué de construire des arbres, parce qu'on se retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit avec des fratries à plusieurs pères ou mères, ou soit à se retrouver avec des personnes qui sont cousins et qui se mettent avec la nièce de l'oncle, de la tante. Enfin, voilà, ce sont des histoires un peu compliquées et complexes en même temps à dépatouiller, mais très intéressantes. Ensuite, je voulais aussi vous montrer par cet arbre, c'est vraiment dommage, que je vous ai parlé de 3 familles, et donc 2 personnes ont réussi à se mettre ensemble. Donc on parle de consanguinité lorsque 2 personnes dans un couple ont un même ancêtre en commun, un ancêtre en commun à un moment dans la génération. Donc là, il y avait un couple qui était consanguin. Pour autant, présentaient tous les 2 la même maladie, enfin, ils étaient porteurs sains de la même mutation que présente cette famille, et pour autant, ils ont eu des enfants pas malades. C'est la génétique qui explique, tout est aléatoire. Quand on parle d'un risque sur 2 ou un risque sur 4 de transmettre ou d'être malade, eh ben, c'est une loterie, donc soit on l'a, soit on ne l'a pas. Donc quand on ne l'a pas, eh ben, on peut se retrouver cousins ensemble, mais avoir des enfants complètement sains. Je tiens à préciser cela parce que lors de mes différents stages en métropole, quand on savait que je venais de Polynésie, tout de suite, il y avait des références, des petits clichés. Ils disaient « Oh là là, oui, en Polynésie, dis donc, ils sont tous consanguins là-bas. Il doit y avoir des tonnes de maladies génétiques. » Sauf que, pour rappel, les maladies autosomiques récessives, au fait, effectivement, la consanguinité, on est consanguin, donc on risque de partager le même patrimoine génétique, mais
effectivement, la consanguinité augmente un petit peu certaines maladies, mais pas toutes, et ne donne pas des malformations. En fait, la consanguinité augmente toutes les maladies récessives. Pas parce que c'est une malformation et qu'on est consanguin. C'est tout simplement pourquoi? C'est simple. C'est parce qu'on est issu de la même famille, donc la mutation familiale, elle est la même, que ce soit pour moi ou pour le cousin. Donc si on se met ensemble, on a un risque sur 4 d'avoir un enfant atteint de la même maladie, tout bêtement. Mais pas d'histoire de sorcellerie ou du fait de consanguinité et puis d'avoir la malformation partout. Voilà, ça c'était un petit détail. Ensuite, une fois qu'on a établi cet arbre généalogique super compliqué en fonction des familles, là on va faire un calcul de risque, on va estimer, on va analyser l'arbre, on va regarder quelles sont les personnes porteurs d'une maladie, éventuellement voir quel est le mode de transmission et donc faire un calcul de risque en fonction du mode de transmission et donc rendre un chiffre à un couple en disant bah non, vous avez un risque sur 1000, un risque sur 100 000 ou un risque sur 2 d'avoir effectivement un enfant, de transmettre et d'avoir un enfant malade. En général, le calcul de risque se fait pour les apparentés au premier degré, le plus important, parce que quand on passe aux apparentés du 3e, 4e, 5e degré, on s'éloigne de plus en plus du risque. Donc plus l'apparenté porteur de la maladie est loin, moins on a de risque de développer ou de transmettre la même maladie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va proposer le test aux bonnes personnes. Ceux qui ne sont pas à risque, on ne va pas leur en proposer. Par contre, ceux qui ont un risque élevé entre 1 sur 2, 1 sur 4 ou 1 sur 50, à ce moment-là, on va expliquer et puis on va leur proposer éventuellement les différents tests existants. Pourquoi proposer un test génétique? Tout simplement pour avoir une meilleure prise en charge globale, une prise en charge médicale, c'est-à-dire que pour certaines maladies, lorsque on sait qu'on est transmetteur, qu'on est porteur d'une mutation et qu'on risque de faire courir à notre descendance une maladie grave, il y a des moyens médicaux pour pouvoir pallier ou prévenir. Ensuite, une prise en charge sociale. Sociale, pourquoi? Parce que le choix reste toujours aux personnes. C'est-à-dire que lorsqu'un couple ou une personne a décidé de garder un enfant malade et de l'élever, la prise en charge sociale est très importante parce qu'il faut l'inclure dans la société qui peut parfois peser. Donc il y a toute cette prise en charge également qui peut être orientée. Et psychologique. Il faut savoir que faire un test génétique n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'on a envie de connaître son statut vis-à-vis d'une maladie que forcément c'est facile de faire le choix de faire le test ou de recevoir tout simplement le résultat. Lorsqu'on parle de maladies dégénératives génétiques, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir qu'à 50 ans, si je suis porteur de la mutation de mon père, est-ce qu'à 50 ans, je voudrais savoir que finalement, je vais avoir la même maladie, la même dégénérescence au niveau du comportement ou physique? Est-ce qu'on est prêt à ça? Donc voilà, la prise en charge psychologique est très importante dans les maladies et les tests génétiques parce que ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Et il faut réfléchir à plusieurs reprises et se dire si on a vraiment envie de faire ce test. Parfois, les tests peuvent être importants dans le sens où il existe certaines prédispositions héréditaires qui peuvent y avoir une prise en charge adaptée derrière. Là, on parle des prédispositions héréditaires au cancer, par exemple. Donc là, je cite le sein, le côlon, mais tous les cancers sans exception, mais le sein et le côlon, c'est les cancers les plus fréquents. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Donc, une femme sur 8 est concernée par un cancer du sein. Par contre,
tous les cancers du sein ne sont pas forcément liés à la génétique. Je vous parlais de la prise en charge là, par rapport au cancer. Donc de connaître son statut. Évidemment, on ne va pas aller rechercher son statut quand on a 5 ans, 6 ans, pour savoir si à 30 ans ou à 40 ans, on va manifester un cancer du sein. L'idée en oncologie, c'est d'avoir en consultation des personnes qui présentent déjà le cancer et d'évaluer justement le risque familial en faisant l'arbre généalogique, en voyant quelle personne est atteinte. Si plus de personnes est atteinte dans la même branche familiale, plus effectivement on a de risques que ça soit un cancer héréditaire transmis par la génétique. Et derrière ça, donc de connaître son statut génétique vis-à-vis de cette mutation pourrait entraîner une prise en charge derrière, à savoir, je donne comme ça brièvement, la prise en charge du cancer du sein. Lorsqu'une patiente est mutée, a une mutation au niveau du gène responsable du cancer du sein, cette personne elle va avoir un suivi mammaire à partir de 30 ans, écho mammaire, palpation, et même aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité cinématographique, il y a l'exemple tout simplement d'Angelina Jolie qui s'est faite retirer ses 2 seins parce qu'elle avait une mutation au niveau du gène responsable du cancer du sein. Donc, ça fait partie de la prise en charge lorsqu'on fait des tests génétiques, de vouloir connaître son statut par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis porteuse, donc moi, je n'ai pas envie d'avoir un cancer du sein à un moment donné qui va me tomber comme ça. Donc, je décide tout simplement de continuer la surveillance annuelle jusqu'à ce que le cancer arrive ou pas. Ou tout simplement, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça, à suivre tous les ans. Donc, je vais retirer les seins. Et là, voilà. Donc, ça entraîne évidemment des conséquences psychologiques, d'où l'intérêt d'avoir des consultations avec la psychologue pour décider. C'est quelque chose qui se pèse, qui ne se décide pas à la hâte. Donc voilà, donc une bonne prise en charge. Ensuite viennent les maladies héréditaires cardiaques. Beaucoup de maladies cardiaques sont héritées, donc il y a une mutation génétique qui a été retrouvée. Je vais vous citer quelques maladies connues, donc la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie dilatée, le syndrome de Cutellon, c'est des anomalies de rythme, le syndrome de Brugada, pareil. Donc il y en a bien d'autres, mais ces maladies essentiellement peuvent donner des morts subites. Des morts subites à n'importe quel âge en fonction du type de maladie. Par exemple, le Cutellon, on peut retrouver des morts subites dans l'enfance. Le Brugada à partir de l'adolescence. Les cardiomyopathies un peu plus tard, 30 ans, 40 ans. C'est assez variable. Toutes ces maladies ont une pénétrance, ce qu'on appelle une pénétrance, c'est une apparition de la maladie à un moment donné. Donc, toutes ces maladies vont être différentes les unes avec les autres. Donc, l'intérêt des consultations, c'est de pouvoir évaluer tout ce risque et de voir comment on peut adapter une prise en charge. Donc, la prise en charge médicale adaptée, tout simplement, va être, par exemple, comme je vous ai dit, pour le cancer, les patients porteurs d'une mutation, eh bien, on va faire de la prévention. Donc la prévention pour le cancer du sein, c'était soit la surveillance radiologique, clinique, soit l'ablation tout simplement des organes. En cardiologie, là, les morts subites, qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir la mort subite? Les patients qui seront porteurs d'une mutation connue, eh ben, on va leur implanter, dans certaines maladies, on va leur implanter des défibrillateurs semi-automatiques implantables, ou adapter un traitement, leur donner dès la naissance un bêta-bloquant, qui n'est quand même pas anodin d'avoir des traitements aussi jeunes. Quand on est adulte et qu'on doit avoir un traitement à vie, alors vous imaginez un enfant dont les parents découvrent qu'il est porteur d'une maladie,
et qui doit avoir un traitement, autrement il risque la mort subite à n'importe quel moment de sa vie. Donc ça aussi c'est très compliqué. Donc tout ça, toutes ces maladies englobent vraiment un état psychologique complexe qui n'est pas à négliger. Ensuite, il y a toutes les autres maladies, dans tous les domaines. On peut voir les myopathies, tout ce qui est myopathie, les atteintes du muscle des membres inférieurs. Donc on connaît le plus courant, c'est la myopathie de Duchenne. Je pense que tous, on en a entendu parler, puis notamment avec le Téléthon. Le Téléthon avait pas mal fait d'annonces là-dessus. Donc la myopathie de Duchenne, qui est une maladie très grave, qui est une maladie qui apparaît progressivement entre l'âge de 5-6 ans. Ça va être variable en fonction des mutations, pareil. Hein. Il y a un gène qui est concerné pour ces maladies. Par contre, l'atteinte au niveau du gène va être différente des familles à l'autre, d'une famille à l'autre. Et en fonction, l'atteinte va être variable. Certaines personnes atteintes de cette maladie peuvent perdre la marche dès l'âge de 6 ans, comme certains peuvent commencer à perdre la marche à partir de l'adolescence. En général, le Duchenne, c'est beaucoup plus précoce que le Becker. Le Becker, c'est une myopathie de Duchenne allégée, on va dire. C'est-à-dire que les manifestations cliniques se font beaucoup plus tard. En général, commencent entre l'adolescence et 20 ans. Et elles se stabilisent à l'inverse de la myopathie de Duchenne. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas, la maladie de Becker, on a une espérance de vie qui peut atteindre jusqu'à 50 ans. Donc, qui paraît honorable pour ce type de maladie, alors que la myopathie de Duchenne, c'est une maladie où l'espérance de vie encore reste aux alentours de 28 et 30 ans. Ensuite, il y a d'autres maladies comme l'hémophilie qui est transmise par le chromosome X. L'hémophilie, c'est une maladie où vaut mieux pas avoir un accident de la route. C'est une maladie qui empêche la coagulation du sang. Donc les personnes qui sont porteurs de cette mutation ont des risques de faire des grosses hémorragies. Et c'est très compliqué par rapport au traitement. Donc lorsqu'ils se présentent aux urgences, souvent évidemment ils ne sont pas au courant de leur statut génétique, donc ils débarquent aux urgences et évidemment lors d'un accident. Et donc là, il y a l'hémorragie assurée. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a recours à quoi? Au traitement. Le traitement, juste pour vous dire, c'est un traitement qui est très, très, très cher. Ensuite, l'hyperplasie congénitale des surrénales, je vous en ai parlé, c'est une maladie autosomique récessive. La mucoviscidose sévit beaucoup en métropole, pareil, c'est une maladie autosomique récessive avec une atteinte plus des Caucasiens. Il y en a moins ici en Polynésie, mais je vous en parle quand même. C'est une maladie grave également qui atteint toute la voie pulmonaire et les sécrétions. La maladie de Recklinghausen, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ce sont des neurofibromatoses. C'est une maladie autosomique dominante. Donc quand on est porteur, on a un risque sur 2 de le transmettre à la descendance. L'atrophie optique dominante également, dominante donc. Le syndrome d'Alport, connu ici en Polynésie, donc il n'y a qu'une seule mutation. Il y a différents modes, alors dans cette maladie, il y a différents modes de transmission qui existent. Les 3 modes de transmission existent en fonction d'une mutation. La nôtre en Polynésie, c'est la seule. C'est une mutation qui est sur le chromosome X. Donc, tous les syndromes d'Alport de Polynésie est hérité d'un même ancêtre commun, et donc, du coup, de la même mutation qui est liée au chromosome X. Voilà, je passe. Il y a des tas de maladies génétiques. Hein. Si vous voulez une liste, on peut consulter le site internet Orphanet. Quand on a un doute, on se dit, tiens, il y a une maladie, là, mon ami m'a parlé d'une maladie, mais je ne sais pas si c'est génétique. C'est libre accès. Orphanet, c'est un site exprès pour le tout public, pour pouvoir comprendre toutes ces maladies génétiques, pour savoir le mode de transmission, la fréquence et quelques signes cliniques. Attention particulière au diagnostic prénatal, puisque avant tout, je suis sage-femme.
Donc, dans la génétique, évidemment, vient aussi se greffer le diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal, on va retrouver soit lors d'un suivi d'une grossesse des signes évocateurs au niveau de l'échographie qui va nous montrer une malformation, qui va nous orienter vers un dépistage, un diagnostic, donc une amyosynthèse, ou deuxième cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est connue dans la famille, donc on connaît, et là on veut faire un diagnostic prénatal, à savoir on veut connaître le risque, on veut savoir si l'enfant qu'on porte va avoir la maladie familiale. Donc pour faire ça, on pratique une amyosynthèse en général et on va rechercher l'ADN du fœtus qu'on va envoyer en métropole dans les laboratoires d'analyse. Évidemment, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, en Polynésie, nous n'avons ni généticien, donc encore moins de laboratoire d'analyse de génétique. Donc tous nos prélèvements, nos échantillons d'ADN sont envoyés dans les différents centres de métropole en fonction de la pathologie concernée, de la maladie concernée. Toujours nos articles de loi. Donc l'article du Code de la santé publique relative à la loi de bioéthique nous dit bien, par rapport au diagnostic prénatal, que s'il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, on peut prétendre à une interruption de grossesse. Vous allez me dire, pourquoi on fait du diagnostic prénatal? On ne va pas faire du diagnostic prénatal pour connaître le statut de notre fœtus à venir, pour dire, oui, bon, bah, il va être porteur, ok. On fait un diagnostic prénatal avant tout quand les parents veulent se donner différentes possibilités, différents choix. On ne va pas faire un diagnostic prénatal parce que le parent veut juste connaître son statut, si le fœtus féminin qui est à venir et sera conductrice d'une maladie. Non. On va faire un diagnostic prénatal lorsqu'on a la certitude que l'enfant à venir va présenter de forts risques, donc une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic. Voilà, donc tout ça, c'est bien encadré par la loi. On ne va pas faire non plus des tests parce qu'on a envie. On fait des tests parce qu'on a de très fortes présomptions d'une maladie grave. Donc, il faut savoir que lorsqu'on présente une maladie grave, donc quand un couple a un enfant à naître avec une maladie grave, il a plusieurs choix. On leur laisse le choix. Le choix est de savoir qu'ils peuvent continuer la grossesse, élever l'enfant et s'en occuper et adapter une prise en charge derrière. Soit, quand vraiment la maladie elle est prouvée comme étant incurable, eh ben on peut accepter à leur demande une interruption médicale de grossesse. Cette interruption médicale ne se pratique que sous la supervision d'un comité pluridisciplinaire. Donc pour nous, notre comité pluridisciplinaire, il se trouve à Paris, à Trousseau, l'hôpital Trousseau. Donc lorsqu'on a des cas comme cela, on va présenter le dossier à Trousseau, on va en discuter à plusieurs reprises, on va voir, on va évaluer, on présente le couple à la psychologue pour voir leur état psychologique et pour les accompagner, nous sommes là pour les accompagner dans leur choix. Nous ne sommes pas là pour dissuader en aucun cas de conserver ou pas la grossesse. Donc nous sommes là pour leur informer. Donc on leur informe, on leur donne toutes les informations possibles, inimaginables, la prise en charge ultérieure et le couple fera son choix. L'état des lieux en Polynésie, tout simplement, aujourd'hui, nous avons en oncogénétique le docteur Lutringer, Delphine, excuse-moi, qui fait des consultations donc, au centre hospitalier de la Polynésie française depuis 2015. Donc le docteur Lutringer s'occupe de tout ce qui est oncologie, tout ce qui est prédisposition héréditaire au cancer.
que ce soit le sein, les ovaires, le côlon, la thyroïde ou bien d'autres. Voilà, donc depuis 2015, un conseil génétique existe en oncologie. Depuis juillet 2018, donc, j'ai un Master 2 donc, qui était à visée professionnelle, qui s'intitulait Pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, qui était dispensé à l'université d'Aix-Marseille, donc en métropole, sur 2 ans. Il faut savoir que le métier de conseiller en génétique, c'est un métier qui est assez récent. Les premiers conseillers en génétique sont sortis en 2008, donc ce n'était pas il y a bien longtemps. Hein. Donc depuis 2008, on forme chaque année une promotion de 15 conseillers en génétique. Au départ, c'était assez dur parce que avec l'accompagnement, le binôme avec les généticiens, c'était difficile de trouver la responsabilité, la gestion de tout ça. Aujourd'hui, tout est comme sur des roulettes, si on peut dire. Et donc, le conseiller en génétique travaille en binôme, voire même parfois travaille seul sous la délégation d'un généticien. Et il faut savoir également que c'est un diplôme européen, donc qui est un diplôme assez bien reconnu en Europe. Donc un conseiller en génétique qui est formé en France peut travailler partout en Europe. Le conseil génétique, dans sa globalité en dehors de l'oncogénétique, était quasi inexistant dans les autres domaines. Quand je parle des autres domaines, que ce soit dans les autres spécialités, en cardiologie, en neurologie, en endocrinologie, voilà, partout ailleurs. Donc moi, j'ai commencé à faire des consultations depuis octobre 2018. Donc une mise en place progressive des consultations, 1 jour par semaine pour toutes les consultations. Essentiellement, je voyais des patients de cardiologie. Pourquoi? Vous imaginez bien, il y a une prise en charge à adapter derrière, et pas seulement parce que mon mari est cardiologue, mais parce qu'il y a une prise en charge médicale et un intérêt thérapeutique et préventif derrière. Donc, effectivement, les demandeurs sont les cardiologues qui ne voient que ça. Donc, toutes ces maladies graves à risque de mort subite. Donc forcément, j'ai commencé par faire avoir des patients qui avaient déjà pour certains un diagnostic. Ensuite, les couples qui viennent en prénatal. Donc comme je vous avais dit, soit des couples qui présentent déjà une myopathie dans la famille, donc je les reçois et on réévalue le risque qu'ils ont d'avoir un enfant atteint et on leur propose le diagnostic prénatal adapté, ou soit des couples tout simplement non connus de quelconque maladie génétique, mais qui présentent aujourd'hui une malformation fœtale qu'on vient de diagnostiquer. Donc parfois, certaines malformations qui peuvent rentrer dans le cadre de syndrome peuvent être génétiques. Donc voilà, on les oriente et puis on fait un diagnostic prénatal à l'aveugle. C'est assez particulier en prénatal parce qu'on ne va pas aller rechercher un gène spécifique lorsqu'on a des malformations. On va faire un panel de gènes. Donc, on va essayer de regarder un maximum de gènes pour voir. On oriente un peu en fonction de la clinique quand même, tout de même. Mais c'est assez différent le conseil génétique lorsque la maladie est connue, lorsque le gène est connu. Par contre, l'organisation pour les prélèvements, ça c'est assez compliqué puisque le budget, ça a un coût. Il y a un coût pour faire du dépistage. Donc le dépistage, pour l'instant, je ne le fais pas. Quand je parle du dépistage, c'est-à-dire qu'on connaît une mutation dans une famille et on va aller rechercher chez des personnes qui ne sont pas malades. Ça s'appelle du dépistage. Je ne peux pas le faire pour l'instant parce que on va s'occuper d'abord des personnes atteintes et des personnes peut-être au premier degré à risque élevé. Et peut-être à l'avenir, on pourra faire du dépistage.
L'idée de ces consultations, évidemment, c'est de répandre l'information, d'expliquer. Beaucoup de fois, j'ai rencontré des couples qui connaissaient la maladie, qui avaient rencontré des spécialistes, qui ont reçu l'information de la maladie pour leur fœtus ou pour eux-mêmes. Et finalement, ils viennent comme ça par hasard ou orientés par une de mes collègues et se présentent à ma consultation et finalement, ils ressortent de là en ayant vraiment reçu toute l'information complète. C'est-à-dire le mode de transmission et comment on l'a. Parce que souvent, les personnes, on leur diagnostique une maladie et on leur dit, ben voilà, t'es malade. C'est ce qu'on retrouve souvent, t'es malade. Et la personne se dit, bon, ben voilà, je suis malade, je sais pas, c'est dans la famille, ça a sauté de génération, j'en sais rien. Et finalement, de les voir en consultation, même si le diagnostic a été posé, je trouve ça très intéressant parce que ça remet un peu les personnes dans le droit, dans l'information juste. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information complète, si je peux dire. Souvent, là, même encore hier, quelqu'un me dit « Oui, je sais, de toute façon, ça saute de génération. » Donc, je lui ai expliqué « Mais non, c'était des idées reçues. Ça saute pas de génération, c'est tout simplement que c'est une maladie récessive et que la génération d'avant, personne n'était atteint. Et que la génération d'après, malheureusement, ils avaient un risque sur 4. Donc, il y a des personnes qui sont atteintes. Donc, ce n'est pas une question de saut de génération, mais tout simplement un mode de transmission qui est différent. Donc les patients ont le droit à l'information. Je veux rajouter là-dessus également que, petite anecdote peut-être, c'est qu'un jour on m'a dit ouais, de toute façon, pourquoi tu fais du conseil génétique ils comprennent rien, les Polynésiens, tu leur dis un truc, ils ont une maladie génétique et puis c'est tout quoi. Je fais ouh, dis donc, c'est pas trop ce que j'ai appris et moi... Rappelez-vous la petite fille qui voulait connaître les maladies génétiques et transmettre l'information et expliquer ça aux gens. Donc là, je me retrouve les yeux écarquillés, elle me dit bah non, c'est pas comme ça. Moi, je vais prendre le temps. Donc plusieurs personnes, l'histoire d'un couple avec une maladie qui s'appelle le syndrome de Di-George, une maladie avec plusieurs atteintes, mais le pronostic est assez réservé par rapport à la cardiopathie qui résulte. Ce couple-là a vu 2 pédiatres, 2 cardiologues différents, des cardiopédiatres. Et puis un beau jour, Belinda, elle arrive et puis elle dit « Oh tiens, c'est de la génétique ça, le syndrome de Di-George. Est-ce que vous voulez que je voie le couple ?»« Oui, pourquoi pas. Bon, de toute façon, tu perds ton temps. Ils comprennent rien. De toute façon, ils comprennent rien, ils ne savent pas ce que c'est que la génétique. » Donc là, je dis « Bon, ok, j'en jugerai, je jugerai moi-même. » Je les reçois, j'explique tel que je vous ai fait, là, en fait, je vous ai fait un conseil génétique, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc je leur explique, et puis à la fin, il y a le couple qui fait « Ah bon, mais moi je pensais que le syndrome de Di-George, c'était la maladie cardiaque. » Donc là, je venais de leur apprendre que le syndrome de Di-George ne renfermait pas que la pathologie cardiaque et qu'il y avait le reste des atteintes d'autres organes. Et donc, du coup, la réflexion n'était plus la même. Initialement, ils étaient partis pour garder le fœtus parce qu'ils se sont dit on va faire une chirurgie cardiaque et puis on n'en parle plus. J'arrive, je dis après la chirurgie cardiaque, il y a quand même le reste des pathologies qui suit, la déficience intellectuelle. Bon, c'est trop tard. C'est trop tard, tout a été fait. Ils sont allés se faire opérer en Nouvelle-Zélande. Donc là, je dis c'est une perte de chance. Je ne dis pas que j'aurais dissuadé les personnes, mais c'est qu'ils n'ont pas reçu l'information éclairée. Ils n'ont pas eu le choix de faire un choix. C'est ça, en fait. Donc on ne leur a pas donné le choix. Petite anecdote, voilà. Donc le droit à l'information, je trouve qu'elle est pour tout le monde et pas juste des gens qui ont fait des hautes études. Parce que je peux vous dire que depuis que je fais du conseil génétique chez tout le monde, je me régale parce que je m'aperçois au travers du regard des personnes que j'ai en face, le regard agréable en se disant « Waouh, j'ai compris maintenant, je sais ce que j'ai, je sais pourquoi et je sais comment je vais le transmettre ou pas. »
D'où l'intérêt d'avoir une Polynésienne pour faire ces consultations. Au passage, bon, les perspectives d'avenir, évidemment, j'aimerais bien mettre en place ce conseil génétique pour que ça soit pérenne. Pour l'instant, j'ai une consultation par semaine que j'ai réussi à me battre pour l'avoir. J'aimerais me battre pour avoir plus de temps, pour avoir plus de conseils génétiques pour plusieurs patients, pour le dépistage pour les tests présymptomatiques ou pour tout simplement continuer à suivre des nouveaux patients. Adapté, pourquoi? Évidemment, on avait dit, pour rappel, un suivi adapté et orienter justement la prise en charge et orienter vers différentes personnes en fonction du type de maladie. Le dépistage des personnes asymptomatiques, donc le dépistage des personnes qui ne sont pas encore malades, mais dont la mutation est connue dans la famille. Pour conclure, très simple, le conseil génétique se met en place progressivement, mais sûrement, j'espère. L'outil nécessaire à cette consultation, les tests génétiques. Les tests génétiques qui ont un coût élevé, donc pour l'instant, on avance comme on peut, avec ce qu'on peut et avec la motivation qu'on a, et je pense qu'on va y arriver. On en reparle peut-être d'ici 5 ans. Peut-être moins ou plus, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis n'ayez aucune gêne pour des questions.